faire quelques petites remarques préliminaires pour qu'on attaque la suite. Le premier point, c'est que je voudrais insister sur le fait que la biologie reste une science terriblement empirique. Il y a un début de théorisation, mais il est encore assez léger et il n'est pas suffisant pour atteindre un certain nombre de choses. Je voulais, pour illustrer ça, vous dire que, vous avez vu tout à l'heure rapidement, et je n'ai pas insisté dessus, une diapo avec un éléphant et un rhinocéros en train de s'accoupler. Je projetais souvent cette diapo quand je parlais du concept d'espèce pour discuter du fait que c'est pas si facile que ça de savoir quels sont les critères d'espèce. Et alors, j'ai remarqué quand je passais cette diapo dans des assemblées de non-spécialistes en particulier, les gens après venaient parfois me demander qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est pas un trucage. Ça arrive, hein, ça c'est sûr. C'est pas un trucage. Cette photo-là est assez connue parce qu'il paraît que c'est la seule qui a été prise dans la nature, mais dans les zoos on en a beaucoup, des photos comme ça, mais dans la nature on a que celle-là. Et là, ils me demandaient qu'est-ce que ça donne, et je leur disais que je pensais que ça donnait rien. Et que ça donnait rien parce que... Non, non, mais là, le plaisir, j'en sais rien, moi. Puis, je ne sais même pas si c'est une femelle ou un mâle qui est en dessous, mais... alors, les gens me demandaient pourquoi. Alors, je leur disais, bah, je pense que ça ne donne rien, parce que d'abord, on n'a jamais vu d'hybride qui se promenait dans la nature. Et deuxièmement, ils sont quand même un peu loin dans l'arbre. Alors, les gens, immanquablement, me disaient, mais combien il faut être loin dans l'arbre pour que ça ne marche plus? Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Alors, effectivement, bon, effectivement, je me suis d'abord rendu compte que si jamais on m'avait posé la question entre les lions, les tigres et les léopards il y a quelques années, j'aurais répondu la même chose, alors qu'en fait, on a tous les hybrides qu'on veut maintenant, les ligres, les tigrons, les lions, léopards, etc. Tout ça se croise allègrement dans les zoos, alors que ça n'arrive jamais dans la nature. Donc le fait de ne pas voir les hybrides dans la nature, ça prouve rien du tout sur la capacité à en faire. Qui plus est, au début, on a dit que tous ces hybrides étaient stériles, mais tout compte fait, ça n'a pas l'air d'être si vrai que ça. Et en fait, on a d'ailleurs aussi entre les chevaux, les ânes et les zèbres, tout ça s'hybride gentiment. Alors on dit que les mulets sont stériles, mais si vous discutez avec un éleveur de mulets, il vous dira que certains mulets ne sont pas stériles. On s'en fout, on ne fait jamais faire des descendants aux mulets de toute façon, mais vous voyez que, en fait, si je veux savoir si deux bestioles peuvent se croiser, eh ben, alors bon, évidemment, si c'est suffisamment loin, je sais que entre les éléphants et les fraises des bois, si vous voulez, là, il n'y a pas d'hésitation. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc effectivement, il faut essayer. Et on ne pourra savoir ce que ça fait qu'une fois qu'on aura essayé suffisamment. C'est qui a un portable? C'est pas moi là. Bon. Donc effectivement, on pourra savoir ce que ça donne qu'une fois qu'on aura essayé. Et évidemment, c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça marchera pas une autre fois. Donc il faut essayer plusieurs fois. Et puis si on fait des petits, ça fait des petits qui sont stériles, il faut en essayer d'autres pour voir si jamais tous seront stériles. Une science empirique, c'est quand même un peu embêtant, c'est que ça ne peut pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. Or, on est dans une situation compliquée où la biologie, on lui demande de prédire plein de choses, ce qu'elle n'est pas trop capable de faire. Et bon, on va y revenir. Donc, si jamais je reprends cet arbre, vous voyez que le phénomène fondamental de la biodiversité, ce n'est pas la création des espèces, c'est au contraire l'existence d'une diversité dans les espèces qui va progressivement, en se structurant et en se diversifiant, donner des diversités entre variétés, entre sous-espèces, entre genres, entre familles. Donc la base de la biodiversité se trouve à l'échelle des individus. Et pour comprendre la diversité au sein des espèces, il a fallu aussi toute une série de travaux. Alors, après Darwin, il y a eu un cousin à lui qui s'appelait Galton qui a fait un travail tout à fait remarquable de statistiques. Il explique que les statistiques sont le seul moyen. Alors, il est tombé amoureux de la loi normale. Il dit que les Grecs l'auraient déifiée s'ils avaient connu qu'elle règne avec sérénité dans la plus terrible confusion, etc. Plus c'est le bazar, plus elle est belle, c'est vrai, évidemment. Et qui dit que les statistiques sont les seuls moyens par lesquels une ouverture peut être faite dans le formidable talus de difficultés qui barre la route de ceux qui essayent de comprendre l'homme. Alors, Galton, il aimait bien les trucs compliqués, c'est lui qui a inventé la manière de reconnaître les points de Galton. C'est quand vous regardez les séries américaines, il y a des petits points qui s'allument quand ça colle, c'est les points de Galton. Et il a aussi fait un travail tout à fait remarquable, où il a mesuré des poids, il les a semés, il a récolté les descendants, et il a regardé comment se répartissaient les descendants en fonction de la taille des parents. Il a obtenu une belle patate comme ça, enfin une ellipse d'ailleurs, plus exactement. Et il a après recalculé quelle est la valeur espérée de la descendance du parent connaissant, de l'enfant connaissant le parent.
Et il a trouvé une droite dont la pente était inférieure à 1, parce que vous voyez, si jamais vous essayez de prendre la moyenne de tous les trucs verticaux ici, ben, vous n'allez pas tomber. L'ellipse a beau être symétrique par rapport à la première bisectrice, et ben vous allez tomber plutôt en dessous ici, plutôt au-dessus là. Ce résultat a désespéré Galton, parce que les descendants, lui, il essayait d'étudier l'hérédité du génie chez les humains. Il a fait aussi les poids comme ça, parce que c'était plus facile, mais vous voyez que les descendants des plus géniaux sont moins géniaux que leurs parents, en moyenne. Alors il a fait des erreurs à partir de là, mais il appelait ça régression, c'est pour ça que vous appelez vous aussi ça une droite de régression. C'est lui qui a inventé la méthode. C'est la régression des meilleurs. Évidemment, si jamais il avait regardé l'hérédité de la stupidité, il aurait trouvé au contraire qu'il y a une droite de progression, ça serait plus sympa comme nom, parce que les descendants des plus cons sont moins cons que leurs parents. J'ai un collègue l'autre jour qui, en contemplant cette figure, a dit « Mais tout d'un coup, je viens de me rendre compte qu'il y a 50% des Français qui sont plus cons que la moyenne. C'est quand même un peu... » Ça marche mieux avec un moderne. Ouais, enfin bon, ça... Le QI étant normal. Bref. Donc voilà, l'étude de l'hérédité commence par être statistique, et elle va le rester. Mais à l'époque, donc, alors Galton, c'est un homme du continu, donc ils essayent de comprendre de façon continue. Ils vont fabriquer des lois d'hérédité ancestrale. L'idée, c'était qu'il a la même démarche que celle de Galilée, si vous voulez. Vous savez, Galilée, il fait descendre une bille sur un plan incliné, il note les temps de passage de la bille à différents endroits, et il va chercher qu'est-ce qui colle, et il voit que la vitesse, il essaie de voir si la vitesse augmente avec la distance, puis avec le temps, là ça marche, etc. Et ben là, ils vont essayer pareil. Est-ce qu'un individu, ça ne serait pas la moyenne de ses parents, plus un quart de ses grands-parents, plus un huitième de ses arrière-grands-parents, plus... Et essayer des trucs comme ça, vous voyez. Donc effectivement, la question m'a été posée à la pause. On savait bien qu'un type qui s'est coupé la jambe, souvent il a des enfants qui ont une jambe en plus, mais on savait, par rapport à lui, je veux dire... mais il va... mais dans les générations, parce qu'on disait que ça sautait des générations. Or, on connaît très peu de générations. Donc, quand un enfant naissait avec une jambe en moins, on disait que c'était parce qu'il avait sûrement un ancêtre qui avait perdu sa jambe. Et du coup, on prouvait de façon assez circulaire l'idée qu'on avait. Donc voilà, l'idée que c'est les individus tels qu'ils sont prédisent ce que seront les descendants était une idée qui était absolument généralement acceptée. Alors en plus, Galton se dit que puisque maintenant on a compris les lois de l'héritier, il serait temps de fabriquer une nouvelle science qui permet de décider comment vont être les générations suivantes, qu'il appelle l'eugénique. Galton a eu quelques grands élèves comme Pearson, qui va inventer le Qui2 par exemple, le test de corrélation de Pearson, etc. Et qui va défendre l'idée qu'il faut faire des maths si on veut comprendre la nature. Donc voilà, ça c'est l'aspect mathématique. Pendant ce temps-là, il y a effectivement Weissmann. Alors Weissmann qui va démontrer une chose tout à fait essentielle, qui est la non-hérédité des caractères acquis. Ça c'est en 1883. Il y croyait jusque-là, puis il se convainc que ça ne marche pas, pour diverses raisons. Si vous voulez, on en discutera, mais alors il fait des manips, il coupe avec des souris, puis il voit que les souris naissent toujours avec une queue. Il fait remarquer que de toute façon, c'est pas bien de faire la manip, on l'avait déjà fait avec les prépuces des garçons dans toute une série de cultures, et que on connaissait déjà le résultat, voire même avec l'hymen des femmes. Alors là, j'ai une suffisance. Bon, bref. Mais je voudrais que vous mesuriez à quel point la découverte de Weissmann est essentielle, parce que c'est très vexant. C'est-à-dire que je fais un descendant et je ne fabrique rien de ce que je lui donne. Je me contente de transmettre ce que j'ai reçu. C'est vexant, non? Enfin, un peu quand même. L'individu devient un espèce de tuyau amorphe transmettant des trucs qu'il ne produit pas. Mais personne n'a vu à fond cet aspect-là à l'époque. C'est seulement 100 ans plus tard qu'on s'est rendu compte de toutes les implications philosophiques que ça avait. Mais l'idée donc que les individus ne peuvent que transmettre et ne peuvent rien produire. Alors évidemment, il y a des mutations dans le tas, ça à l'époque on ne le savait pas, mais ce n'est pas vraiment une production de l'individu. La mutation, c'est un truc qui se passe indépendamment de lui au cours du truc. Donc voilà, Weissmann, un élément complètement essentiel, l'abandon de l'héritier caractères acquis. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la seule force qui permet d'expliquer que les espèces se transforment, c'est plus le fait que les individus on transmette quelque chose d'eux à leurs descendants, c'est le fait que les individus transmettent quelque chose qu'ils ont reçu,
mais qui le transmettent plus ou moins. C'est-à-dire que c'est la sélection naturelle. À partir du moment où je ne produis pas d'hérédité, la seule influence que je puisse avoir sur la génération suivante, c'est de faire beaucoup ou peu de descendants. C'est clair, ça? Et du coup, on va l'appeler d'ailleurs ultra-darwinien ou néo-darwinien, puisque seule la sélection naturelle devient la force qui permet d'expliquer l'évolution. Donc, à cette époque-là, c'est quand même le thème de ce matin, c'est les mécanismes de l'évolution. Le mécanisme de l'évolution, c'est la sélection naturelle, et il n'y a plus que lui comme mécanisme. Alors, avec un petit problème de date, après ça, arrive Mendel. Pourquoi un petit problème de date? Parce que Mendel, c'était 20 ans plus tôt, c'était en 1865, sauf que comme personne ne l'a cru, justement parce qu'il disait qu'on transmettait que la moitié de ce qu'on avait reçu, et que donc il y avait des choses que nos enfants n'héritaient pas de nous, alors qu'on imaginait que l'enfant héritait tout de ce qu'on était. Donc Mendel, lui, il avait montré qu'on ne recevait que la moitié des facteurs en question. Eh bien, Mendel, donc personne ne l'a cru, et donc il est tombé un peu dans les oubliettes, jusqu'à être redécouvert en 1940. Alors, pourquoi non? On hérite bien de tout de nos parents. Alors, on n'hérite pas de tout ce qu'était notre parent. Non, Bon, d'accord. voilà. Voilà, mais on est complet là. Non, on en est. Oui, alors on hérite, vous voyez. Premièrement, on n'hérite pas ce que sont nos parents, mais on n'hérite que de l'information génétique qu'ils ont reçue eux-mêmes de leurs parents. Et deuxièmement, lorsque deux parents, alors ça c'est le schéma de Mendel, lorsque un parent grand A se croise avec un parent petit a, on obtient un hybride grand A petit a, et cet hybride va, dans ses descendants, produire des grands A petit a et des petits a. Et vous voyez ça, par exemple, si c'est une plante à fleurs rouges, une plante à fleurs blanches, c'est un des exemples qu'il prend, hein. Les descendants sont à fleurs rouges, et quand je laisse cela se reproduire entre eux, je retrouve des plantes à fleurs blanches. Et ce que Mendel montre, c'est qu'en reproduisant cela, il trouve toujours des descendants à fleurs blanches. C'est-à-dire que ces individus-là ont perdu la mémoire du fait qu'il y avait eu le truc fleurs rouges dans leurs ancêtres. Et ça, personne ne va le croire. On lui dit, ça va ressortir un jour ou l'autre, tu n'en as pas regardé assez. Donc, pour un caractère donné, oui. Pour chaque caractère, c'est vrai. Pas mal de... Donc on est comme ça pour beaucoup de choses, oui. On hérite tout, tout ce qu'on hérite, on l'hérite de l'un ou l'autre des parents, mais pour chaque parent, on n'hérite que de la moitié de ce qu'il possédait comme stock. Et l'autre est définitivement oublié. C'est ça le point important, c'est que l'autre est vraiment oublié. Il y a un vrai oubli héréditaire. Oui. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà calculé votre nombre d'ancêtres. Bon, alors les résultats de Mendel sont redécouverts en 1900 par trois botanistes. De Vries qui y ajoute l'idée de mutation, même s'il la démontre sur autre chose que des vraies mutations, c'est pas grave, c'est des mutations quand même. Hein, il découvre les mutations. Correns qui découvre que parfois l'hérédité est maternelle et pas seulement biparentale. Il découvre en fait l'hérédité des mitochondries et des chloroplastes sur le sexe des plantes pour les mitochondries et sur les variégations des feuilles pour les chloroplastes. Ça aussi, il va falloir longtemps avant qu'on le retrouve. Et Tschermak. Donc les trois botanistes qui redécouvrent en même temps. C'était une époque bénie où les scientifiques étaient des gens respectables. Hein. Ils découvrent la même chose tous les trois. Au lieu de se battre pour savoir lequel la trouve en premier, ils se mettent d'accord ensemble pour dire qu'ils vont dire que c'est les résultats de Mendel, comme ça il n'y aura pas de bagarre entre eux. Aujourd'hui, on aura qui aurait breveté les trucs et les autres qui auraient fait un procès, etc. Bon, je passe là-dessus. Oui, je passe là-dessus aussi. Voilà, donc c'est à la suite de tout ça, en 1906, que naît la génétique. Donc quand je vous disais que c'est récent, c'est récent. Hein. La génétique, donc sous l'impulsion de Bateson, là c'est Sewall Wright, un des grands généticiens de l'époque, et donc la génétique va entrer en conflit avec le darwinisme dans un premier temps. Les généticiens vont dire la force de l'évolution, c'est la mutation. Et les darwiniens vont dire non, c'est la sélection naturelle, ça va durer 30 ans. 30 ans, et il va falloir que trois théoriciens, un biologiste et deux formés aux maths au départ, donc Fisher, Wright et Haldane, fabriquent une synthèse donc, dans laquelle on va à la fois mettre de la génétique et de l'évolution. Et donc maintenant, vous voyez qu'on en est à deux mécanismes de l'évolution, la sélection naturelle et la mutation. Alors la mutation qui est simplement une transformation du stock héréditaire, du matériel héréditaire. Aujourd'hui, on sait que c'est une modification
de l'information portée par l'ADN. J'insiste sur le fait que ce qu'on appelle un gène, c'est une information portée par un support matériel qui est de l'ADN, et qu'un gène, ce n'est pas un morceau d'ADN, comme voudraient le dire certains esprits simplistes. Dire qu'un gène, c'est un morceau d'ADN, c'est pareil que si jamais vous me dites que vous avez lu le dernier roman de Leclésio, que je vous demande comment c'est, que vous me dites que ça pèse 100 grammes. C'est pas ça le truc. Le support matériel, c'est une chose, l'information dessus, c'en est une autre. Donc, effectivement, la mutation, c'est une modification de cette information. Et donc, effectivement, ce que vont montrer ces trois personnes, c'est que, premièrement, on peut définir le phénotype d'un individu comme, alors quand c'est quantitatif, on va le définir comme une moyenne qui dépend de quelle population on a et dans quel environnement, plus des effets des gènes, plus des effets de l'environnement, plus des interactions. Et on va faire des décompositions de variance à partir de ça. Ça, c'est pour comprendre comment s'héritent les caractères quantitatifs. Et donc, on va à partir de là définir une variance de, alors vous voyez, la taille d'un individu, par exemple, qui va être égale à une variance génétique, plus une variance d'environnement, plus une variance d'interaction. Et on va pouvoir calculer un truc qui est le rapport de la variance génétique sur la variance totale, qu'on va appeler l'héritabilité, qui mesure la part du génétique dans la variation d'un caractère. Alors j'insiste sur une chose, c'est que la génétique est une science d'hérédité des variations. C'est-à-dire que la génétique ne vous dit rien sur la part de l'environnement et des gènes dans la gueule que vous avez. Rien du tout. Ni dans votre QI, ni dans votre taille, ni dans tout ce que vous voudrez. En revanche, ce que la génétique peut dire, c'est dans une population, les variations que j'observe sur tel ou tel caractère sont dues pour telle part à des variations de gènes, pour telle part à des variations d'environnement. Évidemment, si je change la population ou si je change l'environnement, je vais trouver une autre valeur. L'héritabilité n'est pas une caractéristique du caractère, c'est une caractéristique de ce caractère dans cette population-là, dans cet environnement-là. Ça va, c'est clair, ça? Par exemple, on a trouvé que chez les enfants des années 1980 en France, le QI était, la variation du QI s'expliquait à peu près également par des variations génétiques et par des variations environnementales. Évidemment que si vous faites la même manip au Burkina, vous trouverez autre chose. Voilà. Même dans la France des années 2000, d'ailleurs, où le système d'enseignement s'est déjà quand même largement cassé la gueule, je suis sûr qu'on va trouver une variance d'environnement plus grande. Parce qu'évidemment, plus l'environnement est hétérogène, plus je vais trouver des effets de l'environnement avec un truc comme ça. D'accord? C'est clair, ça? En fait, ce truc-là, c'est un petit peu la pente de la droite de Galton dans la régression de tout à l'heure, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez la valeur des parents en abscisse, la valeur des enfants en ordonnée. Si la valeur des enfants est indépendante de la valeur des parents, vous n'avez pas d'héritabilité, l'héritabilité est nulle, vous avez une droite de régression horizontale. Si jamais les gènes des parents donnaient exactement les descriptions des descendants, vous auriez une héritabilité de 1. C'est-à-dire que la droite serait la première bisectrice, et puis entre les deux, vous avez une régression. Voilà, ça va? Comprenez bien, donc, on ne s'occupe que de variations. Pour donner des exemples un peu choquants, si je prends la terminologie officielle de la génétique, le nombre de jambes chez l'homme, c'est une variable. Il y a des individus qui ont 2 jambes, il y a des individus qui en ont qu'une, on les appelle des unijambistes, des individus qui en ont 0, on les appelle des cul-de-jatte. Et je peux regarder l'héritabilité de ce caractère-là. Eh bien, elle est nulle. Le nombre de jambes chez l'homme n'est pas du tout déterminé par les gènes, mais seulement par l'environnement. C'est clair, ça? Donc l'environnement, ça inclut la thalidomide qui a pu prendre la mer, des molécules qui ont fait que les enfants sont nés avec des membres en moins, ou l'agent orange de merci Monsanto, encore une fois, et puis ou des accidents du travail ou de voiture. Mais évidemment, ce n'est pas héritable. Parce que la génétique ne travaille que sur les variations. Le fait qu'on ait 2 jambes, en général, a bien sûr à voir avec nos gènes. Mais sur quoi travaille la génétique, c'est sur les variations. Et les variations du nombre de jambes ne sont pas génétiques. C'est clair ou pas? J'en vois qui font des drôles de tête, là, j'ai l'impression que ça vous choque. N'oubliez donc pas que quand un généticien emploie le mot déterminé, quand on vous dit un caractère est déterminé par un gène, ce qu'on veut dire, c'est que les variations qu'on observe de ce caractère dans l'échantillon qu'on étudie sont liées aux variations de ce gène. Si je vous dis la couleur des yeux est liée à un gène, je veux dire qu'il y a un gène dont les variations expliquent la couleur des yeux dans l'échantillon que je regarde. Évidemment que si je rajoute un gène d'albinisme, ça fera un gène de plus qui jouera sur le même caractère.
Donc c'est très contingent, tous ces paramètres-là. C'est contingent à la population que j'étudie dans l'environnement où elle est. C'est très important parce qu'on n'arrête pas de parler de tout ça. Alors, donc, quelles sont les forces qui agissent sur l'évolution? Eh bien, en fait, il y en a plusieurs. Alors, on va étudier, pour étudier ça, on va se doter d'un paramètre qui a été essentiel pour l'origine, en tout cas, des idées. L'idée est la suivante. Vous souvenez comment ça a commencé? Il y avait les darwiniens qui disaient, voilà, j'ai une forme grand A et une forme petit a, et la sélection favorise celle-là par rapport à celle-là, et donc ça va évoluer en fonction de la sélection. Il y a les généticiens qui ont dit non, le problème c'est que le gène grand A peut muter en un allèle petit a. Donc je veux dire, celui-là il laisse W1 descendant, celui-là il en laisse W2, et je peux calculer ce qui va se passer de génération en génération. Puis les autres ils disent non, à chaque génération il y a celui-là qui mute dans celui-là avec une probabilité U, et donc de génération en génération je peux calculer ce qui va se passer. Et ce qu'ils ont fait, c'est de dire, si on regardait les deux en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, ils ont commencé à modéliser. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre ça? Il faut regarder quelle est la proportion des grands A et des petits a que je vais trouver dans la population. Donc, le paramètre de base, toutes les histoires de génétique, ça, c'est la génétique des populations, la science qui fait ça. C'est-à-dire que c'est de la génétique comme celle que vous connaissez, la transmission des caractères d'une génération à la suivante, mais pas à l'échelle de deux individus qui en font, un ou deux, mais à l'échelle d'une population qui fait un ensemble de descendants. Et donc, eh bien, ce que vont faire les généticiens des populations, c'est dire, regardons comment ces différentes forces jouent ensemble, et sur quoi elles jouent? Eh bien, elles vont jouer sur la proportion de l'allèle grand A, ou de petit a. C'est-à-dire toutes les histoires de génétique des populations commencent par « il était une fois une population dans laquelle coexistaient, pour un gène donné, deux allèles, grand A et petit a ». Et après, alors, suit le conte de fées que vous voudrez. C'est pas neutre, d'ailleurs, ce qui a été fait à cette époque-là. C'est-à-dire que si jamais je regardais les choses un peu objectivement, je dirais, on va supposer des individus haploïdes, c'est-à-dire qui ont un seul exemplaire de leur génome, histoire de simplifier la vie. Chez nous, il y en a deux, on dira deux mots de ce que ça change. Mais donc j'ai des bactéries, ou tout ce que vous voudrez. Là, j'ai des individus qui portent grand A, d'autres petit a, et j'ai un nombre pour chaque. Et je pourrais étudier l'évolution de ces deux nombres. Ce qu'ont fait les généticiens des populations, c'est pas ça. Ils se sont débarrassés des petits n en disant que la somme des petits n, ils l'appelaient grand N, que ça, c'est le nombre total d'individus de la population, et que ça, on va laisser ça aux démographes. Ce n'est pas l'affaire des généticiens. L'affaire des généticiens, ça va être d'étudier la variation de P qui est égale à grand N. Ou de Q qui vaut à moins P qui est égal à N petit a sur grand N. D'accord? Donc, en fait, les histoires de génétique des populations, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le début, c'est il était une fois une population où un gène avait deux formes, grand A et petit a, en fréquences respectives P et Q. Voilà. Et alors, comment ça va se marcher? Tout simplement, au départ, on va dire, si j'ai dans ce système-là, je peux calculer P', qui est égal à W1 fois le nombre de grand A, si W1 est le nombre de descendants que font les grands A en moyenne, sur le nombre total de descendants, W1 n grand A plus W2 n petit a. Et en divisant tout par n, j'obtiens W1P sur W1P plus W2Q. Et W1P plus W2Q, je peux appeler ça W bar, puisque c'est la moyenne de la valeur de W sur la population. Vous voyez la technique, enfin l'idée, c'est des modèles super simples. On va simplement calculer combien de grand A et de petit a on a à la génération suivante et regarder comment évolue la proportion. Et de là, on va pouvoir tirer delta P égale P' moins P. Et regarder comment varie d'une génération à la suivante les proportions des gènes. La génétique des populations va réduire l'évolution à l'évolution des proportions des différents allèles. Les allèles, c'est les différentes formes que peut prendre un gène au cours des générations. Alors, on va regarder. Donc, on va trouver un certain nombre de pressions évolutives, celles qui font changer les proportions comme ça. Donc, c'est ce qui est écrit au tableau. On peut calculer delta P, le changement de fréquence d'une génération à la suivante. Et puis, on peut calculer la proportion à la génération suivante en fonction de la proportion à la génération précédente.
Et donc, vous voyez qu'on va obtenir des suites qu'il suffira de résoudre pour voir vers où va le système. Parce qu'on peut écrire Pn égale Pn-1 plus delta P. Alors, en plus de ça, dans les espèces comme la nôtre, où chaque individu a deux gènes, ou en tout cas dans les espèces sexuées, la question de savoir comment vont se rencontrer ces gènes quand il y a appariement, eh ben, va donner lieu à toute une autre série de mécanismes qui vont être importants. C'est-à-dire, est-ce que les individus ont tendance à s'accoupler entre individus qui se ressemblent ou entre individus qui ne se ressemblent pas ou au hasard? On est parti de l'idée que, en général, ça se fait au hasard, qu'on ne se choisit pas en fonction des gènes de l'autre. Pour la plupart des gènes, c'est vrai. Pour la plupart des gènes, pas pour la plupart des individus. C'est-à-dire que pour chaque gène, on peut s'accoupler au hasard ou pas. C'est un truc qu'on a toujours du mal à faire passer aux étudiants. On va y revenir. Donc si jamais ça s'accouple au hasard, c'est pas compliqué. Un grand A rencontrera un grand A avec une probabilité P au carré. Un petit A rencontrera un petit A avec une probabilité Q au carré. Puis un grand A rencontrera un petit A ou un petit A un grand A avec une probabilité de PQ. Donc ça, c'est la formule de base, si vous voulez, de l'appariement des gènes quand se fabrique, quand il y a une fécondation ou quand il y a un croisement. Mais évidemment, il peut y avoir des écarts à ça qu'on va pouvoir exprimer en rajoutant un paramètre F qui mesure combien se ressemblent plus que au hasard les individus quand ils se rassemblent. Si F égale 1, il n'y a plus d'appariement comme ça, c'est-à-dire que les grands A ne rencontrent que des grands A, des petits A, des petits A. Si F égale 0, c'est le hasard. Si F est négatif, il y a un rejet du semblable. Dans une population comme la population française, pour les groupes sanguins, en gros, on trouve qu'il y a accouplement au hasard. On trouve les proportions P2 de PQ-Q2 pour des gènes MN, des groupes sanguins que vous avez sur votre carte de donneur de sang, etc. Pour la couleur de la peau, F est positif. C'est-à-dire que les individus à peau foncée ont tendance à se croiser plus avec les individus à peau foncée, et les individus à peau claire, plus avec les individus à peau claire que si jamais ça se faisait au hasard. Et il y a des gènes comme les gènes du sexe qui se rencontrent, qui sont avec un F négatif, bien sûr. Si vous voulez faire des descendants, vous n'avez pas le choix, mais quelles que soient vos orientations sexuelles, pour le moment, vous êtes encore obligé de choisir au moins un gamète de sexe opposé. Ça va, c'est clair? Donc vous voyez que dans une même population, vous allez pouvoir avoir des croisements au hasard pour certains gènes, des croisements avec un choix positif par rapport au caractère du partenaire comme pour la couleur de la peau, des croisements avec un choix négatif, c'est-à-dire que vous choisissez l'inverse de vous pour le sexe. D'accord? Donc ça va régler la façon dont s'organise la diversité génétique dans la population. Vous voyez que si jamais F est positif, vous allez avoir des catégories très tranchées qui ne changent pas beaucoup. Si F est négatif, au contraire, il va y avoir beaucoup de brassage. Voilà. Et donc, vous avez, avec ça, une manière de modéliser la répartition de la diversité dans la population. Vous êtes dans une population pour le moment. Et en plus de ça, donc parmi les pressions évolutives, ce qui peut faire évoluer les fréquences dans la population, il y en a 4. Alors, la mutation, je vous avais dit ici, si jamais à chaque génération, grand A se transforme en petit a avec une probabilité U, en partant d'une proportion P de grand A, la génération d'après, je vais en avoir P facteur de 1 moins U. C'est-à-dire que la probabilité d'être grand A la génération suivante, ça sera d'être grand A la génération d'avant et le fait de ne pas avoir muté. Donc vous voyez que delta P va être égal à moins UP. C'est-à-dire que P' va être égal à P moins UP. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, mais... La sélection, alors là je vous ai mis la formule pour des diploïdes comme nous, elle est un peu plus compliquée que celle qu'on pouvait sortir avec juste des haploïdes, mais on peut calculer que l'évolution de la modification de proportion d'une génération à l'autre, c'est une fonction des valeurs sélectives. Si jamais vous avez 3 génotypes, 3 formes, donc grand A, grand A, grand A, petit A, petit A, petit A dans une population, en fréquence, donc P2, on va supposer que ça se croise au hasard de PQ, Q2, ça c'est parce qu'on a supposé le hasard des croisements comme tout à l'heure, et que cela laisse W1 descendant, cela en laisse W2, cela en laisse W3, eh bien là, la proportion d'une génération à l'autre va varier d'un facteur delta P qui est égal à ça. Je veux juste vous faire remarquer une chose, c'est que PQ est un facteur, évidemment, si jamais P ou Q est nul, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul gène, eh bien, ça ne change pas. La sélection ne peut rien faire s'il n'y a pas de variation.
La mutation, si. Si jamais, même si Q est nul, s'il n'y a pas de petit a, la mutation peut en fabriquer. La sélection ne peut pas fabriquer des gènes que la mutation n'a pas déjà fabriqués. Donc vous voyez que ces différentes pressions évolutives, elles vont jouer des rôles différents dans le système. La mutation produit de la diversité, mais ensuite, l'évolution de cette diversité va être largement influencée par la sélection, bien plus que par la mutation, parce que ce facteur-là est beaucoup plus petit que ceux-là. C'est-à-dire que la différence sélective entre deux individus est en général beaucoup plus grande que la valeur d'un taux de mutation. Un taux de mutation, c'est de l'ordre de 10-5, 10-6. Des valeurs sélectives, des capacités reproductives entre deux types d'individus, ça va souvent être beaucoup plus différent que ça. Donc les facteurs qui jouent là sont bien plus forts que ceux-là. La sélection est plus forte que la mutation pour déterminer ce qui va se passer, mais elle est incapable de fabriquer des nouveaux gènes. Vous me dites s'il y a des détails, c'est pas clair ou... Donc dans les mécanismes de base, si vous voulez, c'est la mutation et la sélection qui ont été découverts en premier. Mais une fois qu'on a eu fait cette formalisation-là, on s'est rendu compte qu'il y en avait... Bon, il y en a un autre qui était assez évident, c'est le fait que s'il y a de la migration, ça va aussi changer les proportions des gènes. C'est-à-dire que si vous avez un taux M d'individus venant d'autres populations, eh bien les proportions des gènes dans ces autres populations, si ce n'est pas les mêmes que dans la population réceptrice, eh bien, ça va changer aussi. Donc vous avez une troisième force assez évidente qui est la migration. Puis il y en a une à laquelle on n'avait pas pensé avant de faire les calculs, c'est celle-là, la dérive, qui vient du fait que la proportion des gènes dans une génération donnée d'êtres vivants dépend de la proportion des gènes dans la génération d'avant, ça c'est ce qu'on est en train de voir, mais que la génération N est un tirage aléatoire dans les gènes de la génération N-1. Lorsque vous faites un descendant, il va tirer au hasard ces gènes parmi les vôtres. C'est ce qu'on a vu avec Mendel, etc. Le résultat, c'est que chaque génération, étant constituée d'un tirage aléatoire dans la génération précédente, va lui ressembler, mais ne va pas être exactement pareil, même s'il n'y avait pas de mutation, ni de sélection, ni de migration, la génération N+1 ne serait pas pareille que la génération N. Ça serait un échantillonnage dans cette génération, dépendant du nombre d'individus. Un grand N, on a dit que ce n'était pas une variable, mais c'est un paramètre dans la génétique des populations. Ce qui va se passer, c'est que quand vous tirez les gènes d'une génération dans la génération précédente, vous faites, si vous avez n individus et que chaque individu a deux gènes, et bien vous allez tirer 2n gènes dans votre génération précédente. Et du coup, vous allez avoir une variabilité des résultats potentiels de votre tirage qu'on appelle la dérive. En gros, pour la symboliser, imaginez une population dans laquelle j'ai une fraction P d'allèle grand A et Q d'allèle petit a, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, la génération suivante, si jamais il n'y avait rien, s'il n'y avait pas de mutation, pas de sélection, pas de migration, à la génération suivante, vous attendez une distribution des valeurs de P autour de la valeur de la génération suivante, mais vous n'attendez pas cette valeur-là, vous attendez juste une distribution. Et si jamais vous tombez à côté, enfin, vous allez donc en général tomber quelque part, pas loin, mais à côté de la génération d'avant, et ce processus, c'est un processus markovien, c'est un processus sans mémoire. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là pour la génération d'après, vous avez oublié que vous étiez là la génération d'avant. Il n'y a aucune force qui va vous y ramener. Donc je ne sais pas si vous voyez ce qui va se passer. Vous allez partir dans n'importe quelle direction, tout est possible. Si vous voulez. Donc c'est ça qu'on appelle la dérive, hein. C'est une variation aléatoire des fréquences des gènes d'une génération à l'autre, dans n'importe quelle direction. Simplement, évidemment, si vous projetez longtemps ce truc-là, tout système markovien qui possède des états absorbants, il finit par y arriver. Or, il y a deux états absorbants, c'est P égale 0 et P égale 1. Parce que si vous perdez un des deux gènes, à ce coup-là, c'est fini, vous ne bougez plus, tant que la mutation ne refabrique pas. Donc la dérive va faire constamment évoluer les fréquences des gènes et va amener à la perte de l'un des deux, inéluctablement. Ah oui, donc là, ouais, à la question que je pose parfois aux étudiants, après, vous voyez, imaginez que sur une île, on a largué des chats, il y avait des chats blancs et des chats noirs, ils font des descendants blancs et noirs. On va admettre que sur cette île-là, les chats blancs et les chats noirs ont exactement la même valeur sélective, ils font autant de descendants les uns que les autres en moyenne. Ils se reproduisent pendant quelques milliers d'années. Qu'est-ce que vous trouvez à la fin? Soit que des chats blancs, soit que des chats noirs. D'accord? Sur l'île d'à côté. Sur l'île d'à côté, ça sera autre chose, indépendamment. Donc oui. Si on a un très très grand nombre. Voilà, si le nombre est grand, ça va doucement. Voilà, alors le temps de fixation d'un gène
est en gros de 4n, n étant le nombre d'individus de la population. Et ça, c'est en nombre de générations. Donc effectivement, si vous avez 1000 individus, vous voyez, il faudra déjà 4000 générations en moyenne. Plus c'est une loi géométrique, c'est-à-dire que ça va aller... il y a une immense variance. Donc, ça peut aller vite, mais ça peut aussi prendre énormément de temps. C'est la même loi que quand vous jouez au dé, combien de temps vous mettez avant de tirer l'as. Vous savez tous que des fois, ça prend très très longtemps. Il n'y a pas de question là-dessus parce que... Avec le jeu des mutations, un gène peut réapparaître dans ce Alors voilà, si jamais il y a des mutations, les gènes peuvent réapparaître. Si jamais... Le problème, c'est que souvent, les mutations, c'est pas symétrique. C'est-à-dire que des mutations qui foutent en l'air un gène, c'est plus facile à faire que des mutations qui le refabriquent si on l'a foutu en l'air. Donc si grand A, ça c'est grand A, ça c'est P égale 0, donc grand A est absent, là c'est P égale 1. Si jamais grand A peut muter en petit a, ce que ça change, c'est que ce bord-là n'est plus absorbant parce qu'il refabrique tout le temps des petits a. Alors que celui-là, quand vous n'avez pas de grand A, vous ne refabriquez pas, vous ne savez pas les refaire. Donc en fait, si jamais il n'y a rien d'autre que ça, ce qui va se passer, c'est que le seul état d'équilibre, c'est d'avoir perdu le gène. C'est pour ça que quand on trouve un gène constitué dans le génome, on est sûr qu'il sert à quelque chose, parce que s'il servait à rien, par ce processus-là, on l'aurait perdu. C'est clair ce que je vous dis là? Vous voyez que si jamais il y a de la mutation qui permet de détruire un gène, mais pas de le refabriquer, eh bien la dérive va aller au hasard, mais si elle tombe là, elle repartira, si elle tombe là, elle s'arrêtera. Et donc on perdra le gène. Pour garder les gènes, il faut une force sélective qui fasse que, si que le gène soit favorisé. Que grand A soit avantagé par rapport à petit a, que la présence du gène soit avantagée par rapport à sa perte. Ça va? Donc voilà les mécanismes de l'évolution, hein, les 4 grands, mutation, sélection, excusez-moi, on va y venir, dérive et migration. Oui? La dérive, c'est pas une conséquence des trois autres? Pas du tout, c'est quand elles sont absentes. Si vous n'avez pas de mutation, pas de sélection, pas de migration, alors vous avez dérive. En fait, de la dérive, il y en a tout le temps. Elle vient se surajouter aux 3 autres. C'est juste l'effet du fait que la taille de la population est finie, et que quand vous faites un nombre fini de tirages, vous ne pouvez pas tomber sur la même valeur. Alors, quand on veut faire des modèles, souvent on fait des modèles en supposant la population de taille infinie. Ça, on est tranquille et on regarde que les autres. Mais en vrai, évidemment, c'est jamais vrai. Il y a toujours de la dérive. Il y a même des gens qui disent que cette manière-là, qui est la manière dont les anglo-saxons ont modélisé le truc, est vraiment très mensongère. Parce qu'on regarde ces processus-là comme s'ils étaient déterministes, alors qu'en fait, ces processus-là ne sont que des processus qui influencent la façon dont la dérive fonctionne. On pourrait présenter les choses en disant il y a toujours dérive, mais je peux biaiser un peu les choses en disant que ceux-là se reproduisent plus que ceux-là. Ou je peux biaiser un peu les choses en disant qu'il y a des mutations ou en disant qu'il y a un apport extérieur. Mais ce processus-là, il est toujours à l'œuvre. Et il est vraiment aléatoire. C'est l'un des 2 grands aléatoires de l'évolution. Il y a un aléatoire qui est la mutation. Qu'est-ce qui se produit comme mutation? À quel moment? À quelle fréquence? Et le deuxième, c'est celui-là. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. J'aurais encore dû mettre mes 2 PowerPoint parce qu'il va me manquer des trucs, là. La clé est toujours là, donc je vais aller le chercher, l'autre. Ah oui, il y a une souris, ça ira plus vite. Bon, je reprends l'autre. Ça veut dire qu'il est en train de copier, ça, ce truc-là? Non. Ah. Ah, d'accord, ok. Oui, la marque Darwin, je l'aurais. Ça marche.
vais vous parler de Sarko pour finir, mais j'avais peur qu'il vous manque. 8 jours ici, tout seul. Alors effectivement, l'existence, donc qu'est-ce que c'est qu'une population, comment ça marche c'est... Ah oui, c'est vrai, je suis obligé de les passer toutes l'une après l'autre, quelle horreur. Putain. Bon, quand même, il faudrait que vous mettiez PowerPoint sur le machin, parce que ça, c'est longue guerre. Je suis revenu au départ. Bon, je recommence. Alors, non. Alors, une des choses dont on se rend compte quand on étudie ces questions, c'est que, ah tiens, pendant que j'y suis, on m'a fait remarquer à la pause, alors je vous le transmets, que ce schéma, c'est un schéma historique de Woose, le premier dans lequel les archées apparaissaient, qu'il y a plein de critiques à lui faire. Par exemple, pourquoi ces trucs-là sont plus petits que celui-là, hein, parce que nous, on est là, c'est tout, c'est la seule raison. Ouais, derrière les humains, vachement gros, voilà. Ces machins-là, là, c'est quand même largement du rêve, les protistes. Donc c'est encore une fois une vision historique. De toute façon, il n'y a que des visions historiques, même les visions actuelles sont historiques. Je suis sûr que dans quelques années, elles auront changé. Voilà, où est-ce que j'en étais? Là. Voilà, donc ce qu'on peut faire une fois qu'on a étudié toutes ces questions, c'est modéliser le devenir des gènes dans les populations, et on va trouver toute une série de choses passionnantes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de votre nombre d'ancêtres. C'est vrai que ça vaut le coup de le calculer. Donc, vous savez que vous avez 2 parents, ça, vous n'avez pas le choix. Ils avaient 2 parents aussi. C'est pas nécessairement. Ils avaient 2 parents aussi. Ils avaient 2 parents aussi, chacun, ce qui fait que normalement, vous avez 4 grands-parents. Mais là, c'est pas sûr. Enfin, si, vous avez 4 grands-parents. C'est-à-dire que si vous dessinez votre arbre généalogique, il y a 4 cases. Ça ne se discute pas. Maintenant, évidemment, dans ces 4 cases, vous n'êtes pas obligé de mettre 4 individus différents. Vous pouvez mettre 2 fois le même père, si vos parents étaient demi-frères-sœurs, demi-germains, voire même 2 fois le même père et 2 fois la même mère, ce qui ferait que 2 individus. Donc, vous voyez qu'on peut remplir 4 cases avec seulement 2 individus. Vous allez trouver que je pinaille, mais attendez la suite. Donc, vous avez 8 arrière-grands-parents, 16, etc., 2 puissance n ancêtres. Alors, moi, j'aime bien calculer le nombre d'ancêtres qu'on a chacun à l'époque de Charlemagne, parce que Charlemagne, ça tombe pile, là, vous voyez, c'est 12 siècles, en comptant 24 ans par génération, ça tombe juste. 12 siècles, 24 ans par génération, ça fait 50 générations, 2 puissance 50 ancêtres. Alors, vous savez que 2 puissance 10, ça fait à peu près 1000. Donc 2 puissance 50, ça fait 10 puissance 15, c'est-à-dire 1 million de milliards. Nous avons chacun 1 million de milliards d'ancêtres à l'époque de Charlemagne. Alors évidemment, nous avons 1 million de milliards de cases dans notre pédigré. Mais nous n'avons pas 1 million de milliards de personnes différentes comme ancêtres, puisqu'il n'y avait évidemment pas ce monde-là à l'époque. Hein, c'est le nombre d'individus de l'époque, hein, c'est sans compter ceux d'après. Hein. Ça va? Vous êtes écrasé par votre généalogie tout d'un coup? Vous voyez que, heureusement qu'on oublie la moitié des informations génétiques qu'on reçoit, hein, parce que sinon on déborderait d'hérédité, hein, ça serait une catastrophe. Et seuls les plus puissants se reproduisent. Ça, alors là... Oh, pas sûr. Non, non. Il n'y a rien de sûr là-dessus. Enfin bref, Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, quand on étudie ça, on se rend compte que tous les individus de l'époque sont nos ancêtres. Dans notre... hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour que chacun ait les siens en plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Il suffisait de quelques fuites. Enfin bref, je passe. Tous les individus de l'époque sont nos ancêtres. Et donc, si jamais quelqu'un... Alors, des gens de l'époque, il y en a 2 sortes. Ceux qui sont les ancêtres de personnes parce qu'ils n'ont pas laissé de descendants, et ceux qui sont ancêtres de tout le monde. De sorte que si quelqu'un vous dit « j'ai fait ma généalogie, je sais que je suis le descendant de Charlemagne », vous pouvez lui dire avec confiance « moi aussi, voilà. Hein. » Mais, le fait que Charlemagne... Donc voilà, vous avez appris une grande chose aujourd'hui, Charlemagne est votre ancêtre. Mais, ce
qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est votre ancêtre que vous avez hérité quoi que ce soit de lui. Puisqu'à chaque génération, on perd la moitié. Et que 2, donc ça va faire par rapport à un ancêtre dans votre généalogie, vous avez hérité 1 sur 2 puissance 50 de son génome, en moyenne. Ce qui fait en général 0. Ça va? Voilà, tu te démerdes. Le résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les génomes des individus actuels, et je pense que maintenant vous allez comprendre pourquoi toute cette histoire de dérive, etc., ça prend sa place, c'est que les génomes des individus actuels sont simplement des tirages aléatoires dans le génome des individus de l'époque de Charlemagne. Nous avons chacun tiré aléatoirement une portion du génome de tout le monde à cette époque-là. Donc vous voyez qu'une population, c'est quelque chose qui a une très grande cohésion en termes historiques, en termes génétiques. On a tous les mêmes ancêtres, il n'y a pas besoin de remonter à l'origine de l'espèce, pas du tout, il suffit d'aller très près. Et en même temps, chaque individu est différent grâce, d'où vient la diversité des individus? C'est simplement du fait que nous n'avons pas hérité la même chose, parce que nous n'avons pas fait le même tirage aléatoire dans les génomes de l'époque. Bien que nos gènes soient tous tirés dans le même pool, comme on a chacun fait son tirage aléatoire, eh bien on a chacun son génome. Ça va, c'est clair ça? Ce qu'on peut faire aussi, c'est remonter l'histoire des génomes. Et donc je prends... Alors non, on peut. Voilà. Alors, on peut le faire dans les deux sens. Ça, c'est des petits modèles ultra simples à faire, vous voyez. Vous décidez qu'il y a un nombre total de gènes qui va rester constant, et vous dites que chaque gène laisse un nombre aléatoire de copies de lui-même à la génération suivante, et vous regardez ce que ça donne. Donc celui-là, vous voyez, il a laissé 3 descendants, mais sur les 3, il y en a 2 qui n'ont rien laissé, celui-là, il en a laissé 2, etc. Et on recommence. Et ce qu'on trouve systématiquement, c'est que tous les individus, au bout d'un certain temps, enfin, pardon, tous les gènes, au bout d'un certain temps, proviennent d'un même gène ancêtre. C'est-à-dire que si je prends tous les gènes d'hémoglobine alpha des individus de cette salle, je peux tracer leur histoire, je vais remonter, chez la mère ou chez le père, etc. Et je vais trouver, un jour ou l'autre, qu'il y a un individu qui portait un gène d'hémoglobine alpha dont nous avons tous hérité. Ça, c'est les effets de la dérive. Alors, donc, effectivement, aujourd'hui, on sait suivre les informations génétiques, donc on sait reconstituer ce genre d'arbre. Évidemment, ça ne va pas être les mêmes pour toutes les portions du génome, c'est-à-dire que chaque portion du génome a son histoire à elle de ce genre-là. C'est l'histoire d'un gène, c'est bien. Voilà. Alors, 2 gènes proches peuvent avoir la même histoire, mais il suffit que ça soit coupé à un moment dans l'histoire et qu'il y ait une recombinaison, et crac, à ce moment-là, leurs histoires vont se mettre à diverger. Mais pour chaque gène, on a un seul ancêtre. Et évidemment, du coup, tout ça fait, la dérive fait, tout ça, c'est une manière de voir la dérive, tout ça fait que pour chaque gène, on serait complètement homogène s'il n'y avait pas, d'une part, la mutation qui fabrique constamment de la diversité, et d'autre part, la sélection qui parfois maintient des différences. Alors ça, c'est sans sélection. Il peut y avoir de la mutation là-dedans, c'est pas grave, si un gène change, ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à suivre la généalogie. Tant que ça ne change pas son taux de reproduction. En revanche, là, on suppose que tous les gènes se reproduisent également en moyenne. C'est ça qui est difficile à comprendre au début, c'est qu'ils ont beau se reproduire également en moyenne, il y en a quand même un qui va supplanter tout le monde. Juste par cet effet aléatoire de dérive. Sans sélection, bien sûr. Donc il y a des petits programmes qui font ça, et vous le refaites tourner, à chaque fois vous trouvez que ça prend plus ou moins longtemps. Souvent, d'ailleurs, il en reste 2 assez longtemps. En moyenne, d'ailleurs, on peut montrer qu'il y a autant de temps pour passer de n gènes de départ à 2 que de 2 à 1 dans la population. Bon, ça, c'est des calculs qui ont été initiés par Galton, d'ailleurs, qui avait fait des très beaux modèles sur l'extinction des noms de famille, l'extinction des pairies anglaises. Pourquoi est-ce qu'il fallait constamment réanoblir des gueux? Parce que les familles nobles s'éteignent. Et donc, c'est des processus de ce genre-là aussi, bien sûr. Ouais, apparemment. En tout cas, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de sélection pour invoquer ça. Voilà. Donc, maintenant, les généticiens suivent l'histoire des gènes assez couramment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en suivant l'histoire des gènes, eh bien, on peut suivre en même temps l'histoire des gènes et celle des espèces. Donc, ce travail-là, qui a été fait dans les années 70, a un peu révolutionné notre vision des choses. Non pas parce que ce qu'on a découvert, parce que tout d'un coup, quelque chose qu'on aurait dû trouver complètement évident, on n'y avait pas pensé. Ça, c'est l'histoire du gène d'hémoglobine alpha, justement, mais non pas entre nous, mais entre un groupe d'individus apparentés, certes, mais plus éloignés quand même,
que nous entre nous. Alors là, vous voyez, ça c'est un schéma classique des années 70. Donc vous avez l'homme en haut, j'ai bien dit l'homme, pas la femme, et puis après, la chaîne des êtres est représentée de façon subliminale dans ce schéma avec. Alors, humains, chevaux et souris. Donc, entre un homme et un cheval, il y a 18 acides aminés qui diffèrent dans l'hémoglobine alpha. Entre un homme et une souris, 16. Entre un homme et un oiseau, et d'ailleurs un coq, le mâle toujours, 35. Entre un homme et une salamandre, 62. Entre un homme et une carpe, 68. Entre un homme et un requin, 79. Ces résultats n'ont étonné personne. On s'attendait à ressembler plus à un cheval qu'à un requin. C'est ceux-là qui ont étonné plus les gens. Requin carpe, 85 différences, requin salamandre 88, requin oiseau 83, requin souris 79, requin cheval 77, requin humain 79. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça évident. Ou ça vous étonne. Je parle pour les non-biologistes. Les biologistes, j'espère qu'ils trouvent tous ça évident. Mais... Comment? Voilà, oui, tout à fait. Hein. On s'attendrait, enfin beaucoup de gens s'attendaient à ce que les poissons se ressemblent plus entre eux parce qu'on les appelle des poissons. Mais en fait, d'ailleurs maintenant, donc en systématique, on n'a plus le droit de les appeler des poissons, justement parce que, effectivement, la séparation de la lignée du requin et de la lignée de la carpe est au même moment que la séparation de la lignée de la carpe, du requin et de la lignée des humains. C'est-à-dire que la carpe, effectivement, je vous disais tout à l'heure, quel est le plus proche parent de l'homme, c'est le chimpanzé, quel est le plus proche parent du chimpanzé, c'est l'homme. Si je regarde que ces trois-là, l'homme, la carpe et le requin, quel est le plus proche parent de la carpe? C'est l'homme. Donc c'est normal que effectivement une carpe ressemble plus à un homme qu'à un requin. Et surtout, donc, que pour un requin, une carpe pour un homme, c'est pareil. C'est la même distance qui nous sépare. Ça va, c'est clair? Donc on retrouve là. Et je pense que Karl Popper a dit qu'on ne pouvait pas faire de test. La théorie de l'évolution était une métaphysique parce qu'elle n'était pas réfutable. C'était avant que ça sorte, ou alors il ne connaissait pas ce résultat. Il a dit après ça, mais malheureusement, il n'avait pas lu ses résultats. Il est clair que si on avait trouvé des choses très différentes de ça, ça réfutait la théorie de l'évolution. Donc ce qu'on retrouve en regardant les génomes actuels nous permet de connaître l'histoire des espèces. Enfin, l'histoire des phylums, en fait. Et donc, tout à l'heure, vous me demandiez comment on a découvert les archées. C'est comme ça. Si on trouve que les archées ne ressemblent pas plus à des bactéries que les eucaryotes, alors on est obligé d'en faire un troisième groupe. Et ce qui se passe le long des lignes ici, c'est tout simplement que régulièrement est apparue une nouvelle mutation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, je vous ai fait le dessin de la dérive là, mais là, je vous ai mis dès le départ deux gènes en fréquence PQ. Dans l'évolution, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tiens, ce coup-là, je vais le dessiner en horizontal. Donc, P est compris entre 0 et 1. Et 1, pardon. Et ça, c'est le temps. Imaginez que tout le monde ait le même gène à un moment. Apparaît une mutation. Donc, la fréquence de cette nouvelle mutation peut augmenter. Qu'est-ce qui va lui arriver en général à cette nouvelle mutation, en admettant qu'elle ne change rien? Vous voyez qu'elle va fluctuer, la fréquence va fluctuer aléatoirement. Au départ, elle est en fréquence très faible. Donc le plus probable, c'est qu'on la reperde. Donc il doit constamment arriver des petites mutations qui apparaissent et qui disparaissent comme ça. Mais ce qui peut arriver par hasard, de temps en temps, c'est le contraire. C'est que cette mutation, au lieu de disparaître, elle remplace le gène d'avant. Ça arrive tous les combien? En gros, si la proportion de gènes mutés à chaque instant est égale à U, taux de mutation, ça arrive avec une probabilité U à chaque génération. Si vous voulez, tous les gènes ici sont issus d'un seul gène ancêtre là, et la probabilité que ce gène ancêtre soit justement muté, c'est U, c'est le taux de mutation. Donc un événement qui arrive avec une probabilité U par unité de temps, c'est un événement qui se produit tous les 1 sur U unité de temps. Quand vous jouez au dé, vous avez une chance sur 6 de tirer l'as à chaque coup, donc ça arrive tous les 6 coups si vous y jouez suffisamment. Là, c'est pareil. Donc en fait, le taux de mutation détermine la vitesse à tous les combien va se produire ce phénomène.
Et du coup, ben, le taux de mutation, c'est à peu près le même, quelles que soient les époques. Et du coup, c'est assez logique que ça soit assez stable dans le temps. On a parlé d'horloge moléculaire. Donc, un gène comme le gène d'hémoglobine ben, évolue. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 80 différences, en gros, entre un requin et les autres. Ben, ça veut dire qu'il a dû y avoir 40 fois cet événement-là dans cette lignée-là et 40 fois dans les autres. Donc, comme il y a 400 millions d'années en gros, ça fait une fois tous les 10 millions d'années. Donc, tous les 10 millions d'années, crac, par hasard, en moyenne, hein, ce processus se produit. Et du coup, eh bien, ce qu'on voit, c'est un nombre de différences qui se sont accumulées parce que les différentes lignées n'ont pas vu les mêmes mutations se fixer par hasard. Si ça dépend du nombre de générations, on peut pas, parce qu'ils ne se reproduisent pas à la même vitesse. Alors, effectivement, c'est étonnant que ça soit tellement constant par rapport au temps, plus que par rapport au nombre de générations. Alors, il y a plusieurs explications possibles. L'une, c'est que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de générations d'individus, mais le nombre de générations cellulaires. Parce que le taux de mutation, il n'est pas défini à l'échelle des individus, mais à l'échelle des cellules. Et que donc, même si vous avez des individus plus gros qui se reproduisent moins souvent, en revanche, ils ont fait plus de diffusion cellulaire et qu'en gros, ça se compense. Voilà. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, c'est remarquablement constant par rapport au temps. Pas toujours, hein. L'horloge moléculaire peut se détraquer dans certaines lignées. Des fois, on a une lignée qui se met à bouger à toute blinde. On ne sait pas pourquoi. Non. Donc, ce travail de reconstitution de l'histoire des gènes à toutes les échelles, hein, depuis dans une espèce jusqu'à l'arbre de Wood que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un travail qui se fait dans énormément de laboratoires de biologie actuellement. Il y a une espèce d'arboriculture moléculaire forcenée qui se fabrique dans les labos. Malheureusement, ce n'est pas un travail passionnant en soi, vous voyez, c'est juste... mais actuellement, c'est ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on est en train de reprendre toute la systématique, si vous voulez. Je dis ça pour les gens qui font ça toute la journée. Voilà. Donc, en tout cas, vous voyez qu'effectivement, maintenant, donc les mécanismes, donc ce mécanisme de dérive, il est super important. Alors évidemment, sûrement, il y a eu des phénomènes sélectifs en plus, mais manifestement, ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on les voit à cette échelle-là. Quand on regarde ça, la plupart des choses qu'on voit, c'est des effets aléatoires de dérive comme ça. Même s'il y a quelques gènes qui ont changé par effet sélectif, ça ne fait pas assez pour que ça se voit. Ça va, c'est clair? Alors, donc vous me demandiez tout à l'heure comment on avait trouvé des archées. Maintenant, vous voyez un petit peu la méthodologie et les mécanismes qu'il a fallu qu'on comprenne pour pouvoir trouver ce genre de choses. Hein. Bon, l'autre chose importante que j'ai l'habitude de raconter quand j'en arrive là, c'est qu'effectivement, à force de regarder les choses comme ça, on s'est rendu compte que ce qui se transmettait le long de ces lignes, tout compte fait, on a arrêté de voir des individus. Ce qu'on s'est mis à voir, c'est des génomes. Et effectivement, il y a une continuité des génomes bien plus grande que la continuité des individus, d'une certaine façon. Les individus sont des structures transitoires qui disparaissent. La seule chose qui se maintienne, c'est l'information. Et donc, il y a eu un espèce de retournement de situation pour les généticiens. On s'est rendu compte de plus en plus que ce qui était transmis au cours du temps, c'était les gènes. Et que ces gènes, eh bien, que la sélection naturelle, ce n'était pas sur les individus qu'elle jouait, parce qu'un individu, de toute façon, il va mourir, mais que c'était sur les gènes et que tous les modèles qu'on vient de faire là, qu'est-ce qu'on regarde? C'est l'évolution de la proportion des gènes. C'est-à-dire qu'en fait, tout le mécanisme de l'évolution, c'est des mécanismes de transformation des proportions des gènes. Et quand la sélection agit, elle agit en favorisant des formes de gènes par rapport à d'autres. Donc en fait, ce qui est sélectionné, ce sont des gènes, pas des individus. Et que tout compte fait, l'histoire de la biodiversité, l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'une information génétique qui s'est progressivement reproduite en produisant des entités qui la reproduisaient. Et la sélection a favorisé les informations génétiques qui fabriquaient les entités qui les reproduisaient le mieux. Et ces entités, c'est nous. Donc le résultat, ce qui est un peu vexant, hein, c'est qu'on peut décrire, de ce point de vue-là, les individus comme des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. C'est-à-dire que, si vous vous demandez pourquoi le monde... Alors premièrement, vous voyez que ça répond quand même à des questions philosophiques fondamentales. Hein, pourquoi je suis là? Évidemment, faut pas. Pourquoi, ça peut vouloir dire deux choses. L'une, c'est pourquoi, par quel mécanisme je suis arrivé là. Ça, c'est la réponse. Après, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Ça, c'est votre problème. Évidemment, c'est pas à nous de vous le dire. Et autre type de question, pourquoi est-ce que le monde est si mal foutu? Il est très bien fait pour les gènes.
Mais si pour les gènes, il est plus intéressant de faire des individus qui ne vivent pas très longtemps, mais qui, quand ils sont jeunes, crachent des descendants, eh ben, c'est ça qu'il va y avoir. Du coup, ça devient très facile de comprendre la mort. On a parlé du soma jetable. Vous voyez, les organismes, oui, ça c'est un truc que je ne vous ai pas dit. Dans nos organismes, parce que le problème de la mort est un problème très intéressant. Les organismes, comme nous, les animaux supérieurs, sont constitués de deux types de cellules. Et c'est comme ça d'ailleurs que Weissmann a démontré qu'il n'y avait pas d'hérédité des caractères acquis. C'est que vous avez un embryon, il commence à se diviser, et très rapidement se sépare ce qu'on appelle la lignée germinale. La lignée germinale, c'est une lignée de cellules qui fabriquera des ovules ou des spermatozoïdes, selon votre sexe, et qui vous permettra de faire des descendants. Et puis le reste, on appelle ça la lignée somatique ou le soma, le corps. Bon. Les cellules de la lignée somatique sont mortelles, elles vont mourir. Mais les cellules germinales, elles sont immortelles potentiellement. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça, mais toutes vos cellules dérivent de l'œuf que votre mère a fabriqué. Cet œuf lui-même, il dérivait par division de l'œuf qui avait fabriqué votre mère, donc que votre grand-mère avait fabriqué. Et si vous remontez, vous avez une lignée immortelle de cellules qui remonte jusqu'à Lucas. Il n'y a pas de discontinuité. Il ne s'est jamais refabriqué une cellule à partir de rien. Donc vos cellules sont en continuité avec l'origine de la vie. Donc c'est pas vrai que les cellules ne peuvent pas être potentiellement immortelles. Bien sûr qu'il y a des cellules potentiellement immortelles. Et nos cellules germinales sont potentiellement immortelles. Ce qui fait que l'individu meurt, c'est pas du tout qu'on ne peut pas faire des cellules immortelles. C'est que du point de vue de la reproduction des gènes, c'était plus efficace de fabriquer un soma qui crache des descendants et qui crève, plutôt qu'un soma qui s'économise et qui fait moins de descendants. C'est ça qu'on appelait l'hypothèse du soma jetable. Vous voyez ? Et qui marche très très bien. Toutes les expérimentations, etc. là-dessus collent avec la théorie. Sur ce plan-là, on est impeccable. Vous voyez que ça devient très facile de comprendre pourquoi on est programmé pour mourir, et une fois qu'on a compris que la vie n'était pas faite pour nous, mais pour nos gènes. Vous comprenez ? C'est plus la même chose. Qui plus est, j'insiste sur le fait que les informations génétiques, dans le bel arbre que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était faux à plein de points de vue, mais il est faux aussi à ce point de vue-là. C'est que, évidemment, voilà, il y a les mitochondries, il y a les chloroplastes, etc. En fait, dans l'arbre, ça se trimballe beaucoup entre les branches. Il y a des anastomoses. Ce n'est pas vraiment un arbre. Ça aide pas. Bien, alors, je voulais finir donc en vous racontant 2-3 trucs sociétaux, et puis qu'on discute un peu. Alors, les trucs sociétaux, pour les introduire, j'aime beaucoup ce débat qui a eu lieu pendant la dernière campagne électorale française. Il s'agit donc d'un débat organisé par un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine, entre un candidat de droite décomplexé à gauche sur l'image et un philosophe de gauche qui s'appelle Michel Onfray. Et ils discutaient, donc voilà, ils ne peuvent pas se saquer, donc on les a mis ensemble et ils discutent. Alors Sarko, il discute du pourquoi il y a des gens qui font des choses pas bien. Il n'y a pas d'inconscient individu dangereux de d'innocence, chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Onfray, je ne suis pas rousseauiste, je ne dirais pas que l'homme est naturellement bon. À mon sens, on ne naît ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. C'est marrant parce que quand on lit ça avec un œil non exercé, on ne voit pas que là, ça va merder. Mais quand on connaît... Alors, immédiatement, Sarko, qu'est-ce que vous faites de le choix de la liberté de chacun? C'est vrai si c'est les circonstances qui fabriquent l'homme. Le mec de gauche. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas. Vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules, par exemple. Un pédophile non plus, il n'a pas décidé un beau matin parmi toutes les orientations sexuelles possibles d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile. Je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, et allez hop, alors là, ce que j'aime bien, c'est que les philosophes, les politiques, les gènes, ils connaissent vachement bien, ils en parlent tout le temps. Donc nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Quand vous voyez une phrase comme ça, vous savez que le mec qui parle est de gauche. Parce que les gènes, c'est de droite. Et l'environnement, c'est de gauche. Alors, le mec de droite, ça rate jamais. Il va dire, je ne suis pas d'accord, je pense qu'on est pédophile, nanana. Il y a des jeunes qui se suicident, c'est pas parce que leurs parents sont ensemble occupés, parce que génétiquement, ils avaient une fragilité. Prenez les fumeurs, certains développent un cancer, d'autres non. Les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l'inné est immense. Alors, ça a été repris dans tous les journaux à l'époque pour montrer que, etc. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait pas repris les phrases d'enfants. Vous voyez que le mec de gauche, il va vous dire que c'est l'environnement, le mec de droite, il va vous dire que c'est les gènes.
D'ailleurs, celui de droite est plutôt plus mesuré que celui de gauche, entre nous, entre les deux, parce qu'il dit pas, il dit les circonstances ne font pas tout. Alors que l'autre, il disait que les gènes ne faisaient rien. Donc voilà, il y a une très forte composante politique et sociale dans les problèmes de génétique, et c'est une grosse difficulté. Moi, quand je fais une manip de génétique, je ne sais jamais si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche à l'avance. C'est assez traumatisant. Et d'ailleurs, le résultat, c'est qu'il y a bien peu d'entre nous qui osent travailler sur les humains. Parce que quand je dis, voilà, il y a 100% de variation génétique et 100% de machin chouette sur la couleur des fleurs de thym, tout le monde s'en fout, vous voyez, mais si je dis la même chose sur le QI, là, immédiatement, je vais avoir... Et j'ai un copain qui a quand même travaillé sur les critères d'héritabilité du QI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui donnait 50-50 à peu près. Et c'est drôle, parce que Le Monde et Le Figaro ont repris son article dans Nature, et les deux titres étaient opposés. C'est-à-dire que Le Monde titrait, c'est l'environnement qui détermine le QI, et le Figaro titrait, c'est les gènes déterminent le QI, alors qu'il décrivait les mêmes résultats. Donc vous voyez, toujours pareil. Comme ça, vous pouvez savoir, quand vous lisez votre journal, vous pouvez savoir les gens de droite, les gens de gauche, maintenant vous saurez s'ils parlent de gènes, vous les repérez facile. Et moi, quand j'ai commencé dans les années 70, je peux vous dire qu'il fallait se cacher. Parce que dès que vous parliez de gènes chez les humains, vous étiez immédiatement catalogué crypto-nazi. Alors pourquoi? Il y a plein de choses. Bon, j'ai pas le temps. Alors je voudrais vous dire juste une chose là-dessus, c'est que une des choses qu'on est en train de découvrir, c'est qu'en plus des gènes et de l'environnement, il y a un troisième truc, c'est l'organisme. Bon, j'en ai déjà parlé pas mal. C'est-à-dire que, en fait, la constitution d'un individu dépend pas seulement de ses gènes et de son environnement, mais aussi de la façon dont on va lire ces gènes. En gros, la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est celle d'une recette de cuisine. Prenons une tarte aux pommes. Alors, première chose, ce livre est remarquable, si ça vous intéresse, il est traduit en français, La triple hélice de Richard Lewontin. En gros, dans ce livre, il y a une phrase qui m'avait marqué. À un moment, il écrit « Les biologistes moléculaires répètent, comme les moines bouddhistes répètent leur mantra, que les gènes produisent des protéines. » Et je me suis dit « Merde, oui, ça m'arrive de dire que les gènes produisent des protéines. » Et effectivement, c'est idiot. Est-ce que vous avez déjà dit qu'une recette de tarte aux pommes produisait une tarte aux pommes? Une recette, ça ne fait rien. Et un gène, c'est donc, je vous l'ai dit, une information portée par l'ADN. L'ADN, c'est la molécule la plus amorphe qu'on ait jamais trouvée dans le monde vivant. Elle ne bouge pas, elle ne fout rien. Vous la foutez dans le sol, vous la retrouvez un an après, elle n'a pas bougé. C'est terriblement stable et terriblement inefficace, si vous voulez, l'ADN en tant qu'action. Tout ce que ça peut faire, c'est porter une information, la conserver et la laisser lire, comme une recette. Donc, de même qu'une recette ne fabrique pas une tarte aux pommes, un gène ne fabrique pas une protéine. Ce qui fabrique la protéine, c'est tout un système de lecture qui va lire la protéine avec des conditions qui sont les siennes. Qu'est-ce qui est de nature informationnelle et transmissible dans le système de lecture lui-même? Ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir sous le nom d'épigénèse, d'épigénétique. Donc vous avez le génétique, l'épigénétique et l'environnement, qui sont les trois brins de la triple hélice dont parle Lewontin et qui vont constituer un organisme. Alors, évidemment, l'épigénétique peut avoir des relents un peu lamarckiens. C'est pour ça que longtemps, dans les fameux mouvements de balancier, dans les fameux blocages épistémologiques, on n'a pas voulu en entendre parler, puisqu'effectivement, là, il y a de l'hérédité de l'acquis. Évidemment, ça ne remettra pas en cause le fait que quand on se coupe une jambe, on ne fait pas des enfants avec une jambe en moins. Mais il y a des effets épigénétiques. On n'a jamais réussi pour le moment. En revanche, ça fait par exemple que les filles d'Istilben, je ne sais pas si il y en a dans la salle, mais effectivement, filles dont les mères ont été traitées au Distilben et qui ont des problèmes de stérilité, eh bien, apparemment, il y a aussi des problèmes de stérilité dans la génération d'après. Donc, ça, c'est épigénétique. Ça, j'ai déjà fait, on y passe. Je voulais vous dire que, évidemment, donc tout ça a des implications sociales, que l'une application sociale majeure, ça a été l'eugénisme. Je voudrais quand même insister un tout petit peu là-dessus, parce que le fait de voir, de comprendre comment tous ces mécanismes d'évolution que je vous ai présentés, une fois qu'on les a eu compris dans les années 30, on s'est dit qu'il était urgent d'appliquer ça à l'homme. L'idée de Galton a fait son chemin, et c'est seulement quand on a eu compris les gènes, la sélection naturelle, etc., qu'on s'est dit qu'effectivement, il y avait un problème chez les humains. On a fabriqué l'eugénisme, présenté, vous voyez, à l'époque, comme l'autodirection de l'évolution humaine, etc. Je ne veux pas aller... Bon,
Et je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est que l'eugénique a été fondée par les plus grands scientifiques de l'époque. Donc ça, c'est Morgan, le découvreur de la théorie chromosomique de l'hérédité. Ça, c'est Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone. Ça, c'est le premier bureau de la Société américaine d'eugénique, au milieu de généticiens humains qui vont essayer de comprendre pourquoi il y a des tarés chez les Américains, ce qui est quand même assez étonnant dans une société qui en elle-même est quasi parfaite. Et ils vont donc prendre les tarés où ils sont, dans les asiles de fous, dans les prisons, dans la rue, les pauvres, et ils vont remonter leur généalogie, puis quand ils trouvent des individus qui ont l'air de converger, ils redescendent pour voir tous leurs descendants. Ils ont découvert entre autres une dénommée Ada Duke qui vient en 1740. Ils ont retrouvé 92% de ses descendants, 64 sont des débiles mentaux, 174 des pervers sexuels, 196 des illégitimes, 142 des pauvres, 77 des criminels ou meurtriers. Je ne sais pas combien il y en a qui sont dans plusieurs catégories en même temps, je vous avoue. Bon. Je n'ai pas creusé. Hein. Allons-nous laisser les adagios perpétuer cette multiplication de la misère, se demandent nos eugénistes. Hein. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y en a des pareils. Vous voyez la cata. Donc, parce que tout ça, c'est héritable. Ça, c'est un pédigré que tout généticien reconnaît très bien comme la disjonction d'un gène dominant. Et le caractère déterminé, c'est l'illégitimité, la naissance hors mariage. Donc, tout ça, c'est les gènes. La grande presse se saisit du problème. Voilà le Sunday Oregonian, qui est toujours le journal le plus lu dans l'Oregon. Non, c'est vrai, l'autre jour, j'ai fait cette conf. Je fais une conf, je parle de ça. Il y a un mec qui vient me voir à la fin qui me dit: oui, j'habite dans l'Oregon. Comment? C'est le seul journal qu'on lise chez moi. Alors, en noir, les normaux, en rouge, les débiles mis à l'asile, en bleu, les débiles pas mis à l'asile. Bon. Karl et Anna étaient 2 débiles à l'asile. Ils ont eu une fille normale qui a eu un mari normal. Malheureusement, on ne sait rien sur leurs 15 enfants. Mais alors, une débile qui a eu 2 maris débiles et qui a fait plein de débiles, une autre débile qui... Bon. Et là, vous voyez qu'en plus, ça saute une génération, ce qui est quand même génial. Hein, c'est les petits-enfants qui sont tous débiles. Les arrière-petits-enfants. Donc, la Société américaine d'eugénique présente tout ça, vous voyez, dans des foires comme la foire de Philadelphie en 1936. Ça, c'est pour vous montrer les gènes sur le maïs. D'autre côté, on vous montre que l'illégitimité, ça se transmet pareil que la couleur des grains de maïs. Hein, et au milieu, un tableau très moderne avec des flashs et des lampes qui flashent et des légendes extraordinaires. Certaines personnes sont nées pour être un fardeau pour les autres. Alors, renseignez-vous, vous pouvez bien corriger ça. Il y a une lampe là qui flash toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, il y a $100 de votre argent qui s'en va pour s'occuper de personnes avec une mauvaise hérédité, comme les fous, les débiles, les criminels et autres malades. L'Amérique a besoin de moins de ça et de plus de ça. Donc, en gros, à ça, toutes les 48 secondes, ça flash. Il naît quelqu'un qui ne dépassera pas l'âge mental de 8 ans. Là, toutes les 50 secondes, ça flash. Il y a quelqu'un qui est mis en prison aux États-Unis. La phrase d'après: Very few normal persons ever go to jail. C'est que s'ils vont en prison, c'est qu'ils ne sont pas normaux. C'est les gènes. Voilà. Et on a besoin de plus de ça. Bon, ça, c'est toutes les 16 secondes, il naît un enfant. Bon. Et là, toutes les 7 minutes et demie, il naît quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation. Donc, le résultat, évidemment, c'est qu'on va agir. Au 1er janvier 1935, voilà la liste des États qui ont passé des lois eugénistes, évidemment. Le Texas était déjà la pointe du progrès social. Et on a déjà stérilisé 21 539 personnes. Hein. Il y aura des procès. Il y aura des procès. Par exemple, ces dames-là vont essayer de pas être stérilisées. Et il y a un arrêté de Oliver Wendell Holmes Jr., le juge de la Cour suprême américaine, qui conclut 3 générations d'imbéciles, c'est assez. Et on va les stériliser. On estime à 65 000 le nombre de personnes stérilisées à cette époque-là sur le territoire américain. Donc, vous voyez, quand on rigole avec l'histoire des gènes et la politique et tout ça, mais enfin, je veux dire, il y a des vrais fondements. Hein. Alors, sachez d'abord que les eugénistes de l'époque étaient de gauche, autant que de droite. Enfin, Pearson était socialiste, Galton était de droite, mais ça n'avait rien à voir, quoi. C'est seulement après que la différenciation s'est faite entre gauche et droite. En revanche, là où c'était le point important, c'est de comprendre que l'eugénisme était une utopie progressiste. Le jeu consistait à débarrasser la société de ses tares. Et que le mythe du progrès reste un mythe très très fort au XXIe siècle, mais qu'il a quand même totalement animé le XIXe et le XXe. L'idée qu'on allait faire progresser l'espèce. Karl Pearson, donc, par exemple, socialiste, hein, je vous ai dit qu'il expliquait qu'il fallait faire des stats pour comprendre la biologie, ben, il dit aussi une chose très, très forte: la science moderne, comme on entraîne l'esprit, une analyse exacte et impartiale des faits, est une éducation particulièrement adaptée pour promouvoir la citoyenneté. Je pense que ça, c'est très important. Tous les scientifiques pensent ça, quelque part, hein, au fond d'eux.
C'est-à-dire que moi, je suis vachement rationnel, alors les irrationnels, vous fermez votre gueule, c'est moi qui sais ce qu'il faut faire. Le malheur, c'est qu'effectivement, du coup, quand les scientifiques se plantent, ça se voit vachement, quoi. Et qu'est-ce qu'il en déduit de ça, lui? Le droit de vivre ne donne pas le droit à chaque personne de reproduce his kind, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se reproduire. Comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle, n'oubliez pas qu'il y a eu les lois sociales du 19e siècle et que maintenant, les pauvres, on ne les laisse plus crever dans leur jus. Comme nous avons diminué la force de la sélection naturelle et que de plus en plus de faibles et d'inadaptés survivent, nous devons augmenter les standards mentaux et physiques pour être parents. Voilà. Et en fait, pratiquement tous les scientifiques ont adhéré à ça. Alors, tous les scientifiques sérieux, c'est-à-dire ceux qui avaient compris la génétique à l'époque. Alors, quelques exceptions. En Russie, il y avait une très grande école de génétique avec Vavilov. Ça, c'est Bateson rendant visite à Vavilov. Bateson, donc celui qui a fondé le mot génétique. Mais les Russes ne vont jamais adopter de loi eugéniste avec un argument très intéressant, c'est que comme tous les génies sont des fous, si on enlève les fous, il n'y a plus de génie. Vous voyez, c'est... Alors, une des raisons, j'en ai parlé avec des scientifiques récemment, des gens de cette époque-là, qui ont connu cette époque-là, et qui m'ont dit, oui, par exemple, Dostoïevski, vous savez, il n'a pas seulement écrit l'Idiot, il était épileptique. Et Dostoïevski, c'est peut-être, pour les Russes, c'est le plus grand homme de leur histoire, quoi. Donc, si jamais vous aviez fait de l'eugénisme et qu'il n'y avait pas eu Dostoïevski, pour eux, c'est la pire catastrophe qu'il puisse y avoir, quoi. Donc, en plus, les Russes sont bien plus que nous attachés à leur histoire artistique. La moindre petite ville russe a plein de clubs de théâtre, etc. Donc pour eux, ce n'était pas possible de dire qu'il fallait supprimer les anormaux. Ils ont quand même un peu défendu l'eugénisme, mais assez mollement, et de toute façon, ils n'ont pas eu le temps d'y arriver, parce qu'en Union soviétique, il y a un truand qui s'appelait Lysenko qui a réussi à convaincre Staline, qui c'était lui le grand homme de la biologie, que la génétique était une science bourgeoise réactionnaire. Alors, on rigole de trucs vachement hard aujourd'hui, parce que Vavilov, qui a été l'homme qui a inventé l'idée de ressources génétiques végétales, qui a découvert les centres d'origine des plantes cultivées, etc. C'est lui qui a fait tout ça. Eh bien, en 1940, il était arrêté. En 1943, il meurt de faim dans les prisons de Saratov. Et tous les généticiens russes sont morts en prison. L'agriculture russe a connu un échec, enfin soviétique a connu un échec dont vous avez sûrement entendu parler, mais sachez que c'est quand même largement parce que ils ont abandonné toute génétique et qu'ils sont repartis sur des délires complets de... Alors, Lysenko a donc prétendu que... Alors, Lysenko n'a pas découvert la vernalisation a été découverte par ailleurs. Lysenko a prétendu que pour éviter que les blés ne gèlent pendant l'hiver, vous voyez, on a un problème, c'est que si vous semez le blé à l'automne, ben, il risque de geler pendant l'hiver. Si vous le semez au printemps, la plupart des variétés ne fleurissent pas parce qu'il leur faut du froid pour arriver à fleurir. Donc l'idée de Lysenko, donc Lysenko le truand de tout à l'heure, hein, pardon, c'était de dire, eh bien, on va mettre les graines à germer au froid, mais à côté des maisons, et on va le garder à l'abri du gel, et on sèmera le blé germé au début de l'année, au début de la saison, comme ça on évitera le gel et on aura des blés qui auront subi le froid. Il a prétendu avoir doublé les récoltes. On n'a aucune manière d'avoir la moindre statistique fiable sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Il n'était pas question de donner un mauvais résultat à Staline. Donc, toutes les productions officielles de l'époque sont excellentes. Quand on a fait des essais pour voir ce que pouvait donner la méthode de Lysenko, on a trouvé que ça ne marchait pas bien, parce qu'une fois que le blé est germé, quand vous le semez, vous le bousillez assez souvent. Donc, en fait, on ne sait pas ce que donnait la méthode de Lysenko. De toute façon, elle n'est plus utilisée parce qu'il y a une autre méthode qui consiste à sélectionner génétiquement des blés qui n'ont pas besoin de vernalisation, ce qui est bien plus simple, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la productivité agricole soviétique a décru très violemment. Et que c'est d'ailleurs, quand Khrouchtchev est allé enfin visiter les USA et qu'il a vu les champs de maïs américains, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui merdait chez lui. Et on a gentiment mis Lysenko dans un petit placard, mais sans lui faire de mal. Et on a réhabilité la génétique soviétique à partir des années 80. 80. Donc ils sont encore très en retard, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tous les instituts de génétique s'appellent Vavilov. Voilà, donc vous voyez que la liaison avec la politique, elle se fait à ce moment-là, parce qu'évidemment, le Parti communiste français a suivi. Il était interdit d'être généticien si vous étiez au Parti communiste français. Les grands généticiens, comme Prenant, ont eu le choix entre se faire virer du parti ou abjurer la génétique. Prenant a abjuré la génétique et est mort quelques semaines plus tard. Monod, lui, a quitté le Parti communiste en claquant la porte
Mais sachez qu'Aragon a écrit des textes de 40 pages pour dire que la génétique était une science bourgeoise et que le camarade Lysenko était le grand bienfaiteur de l'humanité. Hein, c'est pas... Donc en fait, le problème qu'on a eu longtemps, c'est que tous les intellectuels français, hein, la théorie de l'évolution, vous voyez, elle procède de la génétique et du darwinisme. Les cathos n'aiment pas tellement Darwin, et les marxistes n'aiment pas Mendel. Or, dans les années 70 en France, vous enlevez les cathos et les marxistes, vous n'avez plus personne chez les intellos. Hein. Donc la classe intellectuelle française et toutes les sciences humaines françaises, etc., se sont fondées sur cette idée de rejet total de la génétique. Et aujourd'hui encore, la phrase de Onfray de tout à l'heure, « Nous sommes déterminés, mais non pas par nos gènes, mais par notre environnement », c'est typique. Hein. Comprenez bien qu'on est dans une histoire et que cette histoire, elle n'est pas que scientifique. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, je passe là-dessus. Je voulais vous dire que l'une des choses qui m'a traumatisé, moi, quand j'ai étudié cette histoire, c'est que beaucoup de scientifiques de très haut niveau, avec des consciences vraiment très, très affûtées, comme Julian Huxley. Donc, Julian Huxley, c'est le frère d'Aldous Huxley. Hein. Ils sont tous les deux les petits-fils du compagnon de Darwin qui s'appelait Thomas Huxley. Et Julian Huxley a été le fondateur de l'UNESCO. C'est un type fondateur de l'écologie politique, fondateur de l'UNESCO. Mais aussi, il a écrit un bouquin de défense de l'eugénisme. Tous les progressistes étaient en faveur de l'eugénisme. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce temps-là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Alors, Aldous Huxley écrit Le meilleur des mondes, où il critique quand même un petit peu la façon dont la biologie gère risque de gérer la société si ça continue, mais dans lequel il ne critique pas l'eugénisme, en fait. Et c'est seulement dans le Retour au meilleur des mondes, écrit après la guerre, qu'il va le critiquer. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'eugénisme, c'est, sous sa forme de l'époque, arrêté à Nuremberg, enfin après Nuremberg. À Nuremberg, il s'est passé une chose très importante, c'est qu'on a décidé qu'il n'était pas question d'attenter à la dignité humaine pour quelque raison que ce soit, même pas l'obéissance aux ordres dans l'armée, et dire ça en 1946, c'était quand même très fort, parce que... Donc évidemment, même le progrès ne justifie pas l'atteinte à la dignité humaine. Je voudrais que vous compreniez bien que si on a arrêté l'eugénisme, ce n'est pas parce que ça ne marcherait pas. Évidemment que si on stérilise tous les fous, il y aura moins de fous. Hein. Bon. Mais, comment? On n'avait pas besoin de la génétique pour ça, on savait déjà améliorer les vaches. Absolument. Absolument. Mais les scientifiques se sont appliqués avec leur connaissance de génétique en plus. Si on refuse l'eugénisme, c'est pour des raisons éthiques, ce n'est pas pour des raisons d'inefficacité. Il faut que ça soit bien clair. Donc, d'ailleurs, l'eugénisme est en train de revenir par la fenêtre. Allez voir, on en reparlera, allez voir Bienvenue à Gattaca, par exemple, si vous n'avez pas vu, louer le DVD, ça vous décrit le monde de demain que nous préparent les chercheurs de l'INSERM. Donc, c'est la question qu'on s'est posée cette année au comité d'éthique de l'INSERM, c'est est-ce qu'il y a moyen de faire les recherches qu'on fait sans que ça nous mène à ça? Et la réponse a l'air d'être non. Alors, tant qu'à faire, si vous le voyez, hein, vous pourrez repérer Gattaca, donc c'est une séquence d'ADN, c'est GATTACA. Dans le générique, chaque fois que ces lettres-là apparaissent, elles ne sont pas écrites de la même façon que les autres. Et il y a une très belle image, vous voyez, où ce type-là, qui a été très bien amélioré génétiquement, a eu un problème environnemental, oui, qui fait que du coup, il ne peut plus profiter de son beau génome. Du coup, il le refile à un autre. Enfin bref. Et vous voyez que là, à un moment, il a absolument besoin de monter à l'étage du dessus, et il n'a personne pour l'aider. Et il regarde avec désespoir l'escalier, et tout le monde ne repère pas que cet escalier, bien sûr, c'est une double hélice. Ouais. Voilà. Je voulais vous dire que dans la même veine, lorsque le Chirac a décidé d'annexer à la Constitution française une charte de l'environnement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, les académies des sciences et médecine sont montées au créneau pour demander à ce que ça ne se fasse pas. Parce qu'il y avait le principe de précaution dans cette charte et que ça risquait de freiner le progrès. Le progrès, comme s'il n'y en avait qu'un, reste une valeur extrêmement forte pour une majorité de scientifiques et pour quasiment tous les cadres de la science française. Académie des sciences, direction du CNRS, de l'INRA, de tout ce que vous voudrez. Le progrès. Et c'est ça qui, pour moi, est important pour les biologistes aujourd'hui. Bon, je passe là-dessus. C'est qu'évidemment, bon, il y a des gens qui... par amour du progrès, sont prêts à nier tous les problèmes que le progrès a pu susciter. Et donc, je vous ai déjà parlé des OGM, je ne reviens pas dessus. Je voudrais vous dire qu'actuellement, la communauté scientifique est très largement impliquée dans la défense des OGM et en conflit avec la société sur ce sujet. Que je pense que les scientifiques sont en train de se mettre dans la même situation que les scientifiques
de la période de l'eugénisme avec ça. Je trouve incroyable, moi quand j'étais récemment dans un procès dans la défense de faucheurs d'OGM, et j'ai vu des scientifiques venir défendre Monsanto, hein. Des scientifiques très reconnus. Je vous rappelle que Monsanto, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est que l'agent orange, mais il a été pulvérisé sur le Vietnam. C'était un défoliant, pulvérisé sur le Vietnam pour essayer d'affamer un peu les populations pendant la guerre. Ça, c'était même pas de bonne guerre parce que les agents chimiques, normalement, étaient déjà interdits par les conventions internationales. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est ce que ça allait donner sur les enfants qui naîtraient après que leurs parents aient reçu ce produit qui contenait de la dioxine. Donc, ces entreprises qui ont fait ce genre de choses, qui n'ont pas eu d'ennui et qui maintenant mettent des gens en prison parce qu'ils ont arraché 3 plantes d'OGM, moi ça me stupéfie. Enfin, ce qui me stupéfie, c'est que des scientifiques rentrent dans ce jeu parce qu'ils croient que c'est ça le progrès et qu'il faut le défendre. C'est que les scientifiques aient un tel mépris des citoyens, et ça c'est toujours se draper dans la position de Galilée, comme je vous le disais tout à l'heure, que du coup ils disent toujours, c'est parce qu'ils n'ont pas compris, mais quand ils auront compris, ils ne nous emmerderont plus. Qui sortent des arguments comme ça auxquels ils ont l'air de croire eux-mêmes. J'ai entendu souvent des scientifiques dire lorsqu'on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer. Lorsqu'on fait un OGM, on sait quel gène on introduit. On prend donc moins de risques avec un OGM qu'avec un maïs normal. C'est intéressant, hein. Parce que les gens disent ah ouais, tiens, en effet, merde, j'avais pas pensé à ça. C'est même pas votre. Cherchez l'erreur. Lorsqu'on introduit un gène, on ne sait même pas quels effets ça va avoir Voilà. sur Parce l'organisme. qu'on est dans une science empirique, effectivement. Ça, dans une science théorique, ils auraient raison. Mais dans une science empirique, il faut avoir essayé pour ça. Or, croiser des maïs, certes, on ne sait pas quel gène il y a, mais ça fait quand même 10 000 ans qu'on le fait. Et on sait ce que ça fait. Ça fait du maïs. Voilà. Les galettes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un amalgame que font les scientifiques et même parfois la population entre les OGM de laboratoire et les OGM Bon, je pense que dans la population, les gens ils savent bien que les OGM de laboratoire, ils s'en foutent, ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. pour les scientifiques, par exemple. Non. Il y a un amalgame pas faux entre le fait de faire des OGM dans leur labo et le fait d'avoir du fric grâce au fait qu'il y a des OGM commerciaux. Mais ça, c'est pas un amalgame. C'est voilà le problème. Certaines fois, par exemple, on dit je travaille, je modifie un organisme pour l'utiliser comme outil dans un laboratoire. Des fois, les gens. Oui, bien sûr, après les gens. Mais quand je vous assure, je fais beaucoup de conférences sur ce sujet. Les gens, une fois qu'on leur a expliqué, ils comprennent très bien, ils sont d'accord. Simplement, après, il faut savoir. Bon, je passe sur tout ce qu'on ne sait pas, hein, vous en savez assez là-dessus. Je voulais juste finir en vous disant que moi, ce qui a achevé de me démolir dans cette histoire, c'est l'histoire de ce gars-là. Donc, c'est un agriculteur du Saskatchewan qui cultivait ses colzas et qui refusait d'acheter des colzas Monsanto et qui, donc, tous les ans, ressemait ses propres semences de colza. Il s'appelle Percy Schmeiser. Et évidemment, il savait bien ce qui se passait. C'est-à-dire que tous les champs des voisins envoyaient des pollens chez lui, que les graines des voisins tombaient aussi chez lui, et que donc, évidemment, il y avait des gènes Monsanto plein ses champs, qui récoltaient des plantes, dont certaines, même dans certains endroits, presque exclusivement des plantes Monsanto, parce qu'il y a des endroits où les graines des voisins s'accumulaient, bon. Ou alors où l'EDF était venu, enfin l'EDF de là-bas était venu nettoyer sous un pylône au Roundup, et du coup tout ce qui avait repoussé c'était du Monsanto, évidemment. Et donc ils récoltaient ces graines et ils les ressemaient, et Monsanto a fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont venus piquer des graines dans ces champs, ils les ont analysées, ils ont montré qu'il y avait leurs gènes brevetés à l'intérieur, ils ont fait un procès, parce qu'il n'avait pas payé les droits, ils ont demandé 400 000 $ de dommages et intérêts, et l'interdiction pour Percy Schmeiser de continuer à semer ses semences. Il a fait appel, etc. C'est allé à la Cour suprême canadienne, et la Cour suprême l'a dispensé des 400 000 $, mais a interdit effectivement qu'il continue à semer ses graines. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, chez lui, parce que le brevet, c'est chez vous. S'il y a un logiciel piraté dans votre ordinateur, c'est chez vous, mais bon. Donc, je passe. Chez les maïs, on sait maintenant qu'il y a aussi des transferts de gènes des maïs OGM au maïs traditionnel. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a une guerre des semences, la guerre de la biodiversité monstrueuse dans cette affaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu consiste pour les entreprises de biotech à s'approprier toutes les ressources génétiques du monde. Hein. C'est ça le jeu. Les histoires après, c'est des détails, si vous voulez. Et moi, je trouve que la communauté scientifique, même si elle veut pouvoir faire des OGM dans son labo, il faudrait quand même qu'elle se rende compte qu'elle devrait se mobiliser contre ça d'abord. Je comprends bien que les gens veuillent pouvoir fabriquer des recherches atomiques dans leur laboratoire, mais si jamais on est en 1943 en France et qu'un chercheur fait des recherches qui conduisent à la bombe atomique, il est criminel. Et ben, je dis qu'aujourd'hui, on est quasiment dans la même situation.
et que pour avoir de l'argent pour leur labo, les chercheurs sont prêts à ne pas critiquer, à ne pas attaquer. Moi, je dis, bien sûr qu'il faut faire des OGM dans les labos, mais d'abord, on demande à ce que le brevet soit supprimé, et après, on fait les OGM. Pas, on fait les OGM et on dit, oui, en effet, ça serait bien d'enlever le brevet. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité des scientifiques par rapport à ces questions de biodiversité. Une fois qu'on a compris les mécanismes d'évolution, qu'on a compris qu'il y avait besoin de diversité dans les plantes cultivées, c'est toute la nourriture de la planète qui en dépend. Moi, je pense que ça serait important qu'on s'en préoccupe. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là-dessus.